Bon, merci beaucoup Irène d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions concernant l'expo dans laquelle tu es impliqué, l'expo science-fiction. Alors, première question, est-ce que ce projet d'exposition, qui est maintenant devenu une exposition, est-ce qu'il est lié à une recherche en particulier? Et si oui, dans quelle mesure il est le fruit d'une recherche déjà menée ou est-ce qu'il accompagne une recherche? Quelle est au fond la relation de l'exposition ou de ton implication dans l'exposition avec des recherches menées? Merci. L'exposition science-fiction, c'est a priori une exposition où je n'étais pas concernée. C'est une exposition de designers, pour des designers et pour le grand public intéressé au design. La raison pour laquelle ils se sont tournés vers des spécialistes de science-fiction, je suis loin d'être la seule, on a été 5 co-commissaires, un collège de commissariat, c'est parce qu'ils avaient envie de travailler sur le design des usages et en particulier le design anticipatif des usages. Donc, en utilisant toutes les méthodes de ce qu'on a appelé le design fiction, qui consiste à se représenter des modes de vie fictifs qui seront ceux de demain, et essayer d'y adapter les objets et les réalisations qu'on leur demande, mais aussi en se plongeant dans le patrimoine des récits d'anticipation. C'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à toute une équipe de spécialistes, en particulier Marc, comment il s'appelle, Patrick Giger, qui a longtemps été le directeur de la Maison d'Ailleurs, le musée de la science-fiction à Yverdon en Suisse, mais aussi des gens comme Nicolas Nova ou Nicolas Mainvieille, qui sont comment dire, des spécialistes bien connus de l'anticipation appliquée, c'est-à-dire qui gagnent leur vie en conseillant des organismes, de l'armée à EDF, en passant par l'ADEME ou la mairie de Paris, sur les usages du futur, en s'inspirant des grands récits d'anticipation. Donc moi, je suis l'universitaire de service dans cette équipe-là. Il y en avait pas d'autres. Et puis, j'étais aussi la littéraire de service. Donc, ça se raccordait à mes recherches sur la science-fiction littéraire. Il se trouve que, pour vraiment compléter cette réponse, donc ça n'avait pas de contact a priori avec mes recherches personnelles, mais il se trouve que j'étais en train de terminer à ce moment-là un livre qui ne saurait tarder, il a été retardé par le premier confinement, mais un livre sur la science-fiction et ce que François Hartog a appelé le présentisme, autrement dit une conscience du temps qui serait bloquée dans le présent et qui aurait perdu la capacité à se projeter dans le futur. Bon, l'objectif de ce livre, c'est de dire qu'effectivement les choses ne sont pas si simples et qu'en particulier un certain nombre d'acteurs de la vie institutionnelle, entrepreneuriale et organisationnelle se servent quotidiennement des fictions de la science-fiction. Donc j'avais des choses à leur dire et ils avaient des choses à m'apporter. Ça, c'est plutôt un effet collatéral bénéfique, mais a priori, j'étais plutôt là pour parler de la science-fiction littéraire dans une exposition de design. J'ai une petite question par rapport à ce que viens de présenter. La notion de design fiction, tu dis on a appelé ça design fiction. Est-ce que c'est une notion qui a été créée spécialement à l'occasion de vos échanges dans le cadre de l'exposition? Elle existait déjà préalablement? Oui, 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 elle existe depuis longtemps, elle existe depuis les années 80 à peu Ah oui. près. L'un de ses plus précoces défenseurs est Bruce Sterling, qui a fait partie de l'équipe des cyberpunk à son début, qui est l'auteur, enfin disons le rédacteur en chef de l'anthologie manifeste de l'école littéraire cyberpunk Mozart envers miroir en 1900, Mozart in Mirror Shades, pardon pour l'accent, en 1985. Donc Bruce Sterling défend depuis longtemps la capacité de la fiction et en particulier de la science-fiction à alimenter l'imaginaire des fabricants, des décideurs, des législateurs, des pédagogues. Et il a été rejoint en cela par un certain nombre d'autres écrivains, en particulier, c'est souvent des écrivains qui sont comme Neil Stephenson, par exemple. C'est souvent des écrivains qui sont un peu déçus
issu de la tournure dystopique de la science-fiction après 1990 et qui regrette que les romanciers et les romancières aient perdu cette naïveté ou cette envie de bâtir, quoi, ce sens des bâtisseurs. Donc le design fiction, ça a été théorisé ensuite. Le design fiction est une sorte de discipline d'entreprise maintenant. C'est une méthode de travail en entreprise. Ok, ok. Et du coup, donc, vous étiez un certain nombre de commissaires. Comment vous vous êtes réparti la tâche? Comment tout cela a été orchestré? Est-ce qu'il y avait un chef d'orchestre? Est-ce qu'il n'y avait pas de chef d'orchestre? Bref, comment les choses se sont passées, je dirais, au quotidien dans l'élaboration de ce qui est devenu l'exposition? Alors, c'était très intéressant et bien entendu, il y a eu une ambition maximaliste au départ qui a dû s'adapter à la réalité, en particulier de la réalité de nos agendas, même et surtout après le confinement, mais avant le confinement, déjà de façon assez criante. Donc, les deux designers qui sont à la source de l'exposition s'appellent Rami Fischler et Scott Longfellow, qui sont les deux associés du studio de RF Studio, basé à Paris. Leur idée, c'était de nous réunir 5 fois. Leur idée, c'était un séminaire, un séminaire curatorial. Voilà, l'expression m'avait beaucoup plu. Curatorial de septembre à décembre 2019 pour une exposition qui devait ouvrir en mai 2020, dans le cadre de Lille World Design Capital, capitale mondiale du design. La France est très heureuse et très fière d'avoir été choisie pour cette exposition qui est annuelle et qui passe par toutes les grandes capitales mondiales. C'est un peu les Olympiades du design, si on veut. Donc, l'année du design à Lille, en quelque sorte, devait commencer vers avril-mai. D'ailleurs, ce n'est pas qu'à Lille, parce qu'il y a toutes sortes de centres culturels, musées culturels, par exemple le musée de Ornu, ou bien des musées installés dans d'anciennes filatures, réhabilités en centre culturel dans tout le bassin, tout l'ancien bassin houiller et tout l'ancien bassin industriel du Nord-Pas-de-Calais étaient concernés. C'est un truc gigantesque, Lille World Design Capital, et l'exposition science-fiction n'est que l'une des expositions de cette galaxie consacrée au design. Donc, le séminaire curatorial, il était destiné pendant 5 mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Attends, ça fait que 4. Septembre, octobre, novembre, décembre, oui. Alors, peut-être janvier aussi. Il y a une date qui s'est perdue, mais… Il y avait 5. Il y en avait 5. C'était censé nous réunir tous les 6, puisqu'à la fin, nous étions 6, pour discuter de certaines questions avec un certain ordre du jour. Tout cela a joyeusement volé en éclats très rapidement, et en particulier pour la meilleure raison possible, c'est-à-dire qu'on avait trop de choses à se dire. On n'avait pas, c'est pas qu'on manquait d'idées, c'est qu'au contraire, on en avait trop. Les agendas sont devenus compliqués, il y avait toujours quelqu'un qui n'était pas là. Du coup, la réunion en plénière perdait un peu son sens, donc on a fait pas mal de one-to-one, on a fait des réunions à 2, à 3, autour de thèmes, mais surtout autour des sources. Notre raison d'être, c'était d'apporter une partie de nos collections personnelles, collection de citations pour ma part, mais collection d'images pour le musée de la Maison d'Ailleurs, collection d'extraits de films pour Nicolas Nova, par exemple, ou Nicolas Mainvieille, qui sont, je le répète, dont le gagne-pain consiste précisément à collecter régulièrement des collections d'extraits pour renseigner des organismes ou des entreprises sur le destin ou l'imaginaire associé à leur projet. Ça peut être de faire la guérilla urbaine aussi bien que l'aménagement urbain, pour aller d'un bout à l'autre du spectre. Donc nos collections étant ce qu'elles étaient, rien que de les présenter prenait tout le séminaire, et par conséquent ça s'est ramifié assez vite. Donc on a eu je crois qu'on en a eu 4 quand même, des réunions où nous étions plus que 3, et puis plein de petits face à face.
pour éclaircir telle ou telle question, répondre à telle ou telle demande. Après quoi, on s'est mis à alimenter un gigantesque répertoire en ligne collaboratif où chacun a versé des extraits, des films, des images, des documents de pub, des planches de BD. D'accord. Mais alors, du coup, de façon très pratique, pour élaborer alors, le récit ou le compartimentage des différentes sections de l'exposition, vous êtes plutôt parti d'un propos qui avait été un petit peu balisé au départ, ou est-ce que vous avez décidé de vraiment partir des collections et d'élaborer ce propos sur la base de vos échanges à propos des collections? Non, le rôle des collections comment dire, a déstructuré le plan de travail du séminaire curatorial. Comme Mais ça se passe souvent. ouais, ben, je l'ai appris parce que moi, c'est la première fois que je participe à l'élaboration d'une telle collection, d'une telle exposition. En revanche, l'exposition, alors pas sa scénarisation concrète, hein, pas sa mise en espace, mais son plan avait déjà été grosso modo arrêté, puisque l'exposition science-fiction, c'est un POC, un Proof of Concept. Dans le cadre de l'exposition, dans le cadre du design, on appelle comme ça une expérience destinée à démontrer l'utilité d'une certaine approche. Et en tant que POC, Proof of Concept, science-fiction était déjà organisée en quatre temps, qui sont de facto des moments de l'exposition. Hein. On commence par une chose et on termine par l'autre, mais qui sont aussi quatre prérequis avant d'arriver, enfin 3 prérequis avant d'arriver au quatrième. Le quatrième, c'est en quelque sorte le plus important. C'est l'atelier de design, hein, l'atelier de design fiction. Mais les trois moments précédents sont ceux pour lesquels nous, on a été associés, c'est-à-dire une exposition sur l'intérêt et l'ancienneté du processus consistant à associer des artistes, des designers et des décideurs, en quelque sorte. Donc, le déroulé de l'exposition était grosso modo calé, avec une première salle assez didactique sur les usages de la fiction depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, une deuxième salle, la plus grande, consacrée avec des thématiques qui sont vous verrez ça si vous visitez l'expo, la plus grande salle est organisée en 4 ou 5 thématiques, je ne sais plus, destinées à montrer finalement sur la thématique de la vie quotidienne, qu'est-ce que les films, les bandes dessinées, les récits de science-fiction ont développé comme imaginaire. Sur la vie, sur les transports, la technique, etc. Bref, différentes thématiques comme ça. Et puis une troisième salle qui est une salle de création. Pour le coup, nous, on a été associés à cette salle-là pour conseiller dans le choix des créateurs. Jean Echnoz a été Jean Echnoz, par exemple, s'est beaucoup amusé à écrire une histoire de science-fiction. Catherine Dufour également a été sollicitée. Maëlys de Kerangal. Donc l'idée là, c'était d'amener à l'exposition des grandes plumes, hein, des plumes en tout cas, pour montrer ce que ça donne in vivo de la création. Et la quatrième salle est celle qui, en principe, mais en période Covid, ça n'a pas marché, en principe, la quatrième salle était un atelier in process pour, faire la preuve de la productivité de tout ça. Ateliers auxquels sont associés, vous le verrez sur le site web de l'expo, mais un certain nombre de grandes enseignes comme Decathlon, comme je crois qu'il y a le Roi Merlin, bon, un certain nombre d'entreprises privées, mais aussi bien sûr d'organismes de services publics. Et les écrivains en question, j'imagine que tu étais, je dirais, en, en tête de train pour les choisir. Comment, pas nécessairement. Bon, Non,
Comment est-ce que le choix s'est opéré alors? Comment est-ce que le choix Ah, vous ça c'est avez... la boîte noire. Ça c'est la boîte noire des deux leaders. Hein. C'est la boîte noire de Rami et de Scott. Mais nous, on a apporté des noms. On a défendu nos auteurs et nos autrices. Alors moi, j'ai eu une position très, comment dire, militante. Hein, dès le départ, bon, je vais dire les choses franco de fort. J'avais beaucoup trop de travail. Cette exposition m'a mangé mon temps, m'a grignoté un certain nombre de mes nuits. Euh, mais j'ai accepté lorsque je me suis rendu compte que cette exposition, c'était encore des mecs parlent du futur de tout le monde avec des mecs. Et de la vie, du monde, du design de demain, des entreprises, et ça va être encore des mecs qui parlent du Oui. monde pour des mecs, par des mecs. Du point Donc de vue du pantalon. OK. le pantalon, je sais même pas. On est mec d'abord dans sa tête, j'imagine comme on est femme dans sa tête d'abord. Et donc, c'est un peu par militantisme que j'ai dit oui, en me disant si je dis pas oui, il y a que des hommes et ça va pas. Faut de temps en temps assumer un peu de mettre son point de vue féminin quand on voudrait qu'il existe. Bon, alors j'y suis allée et du coup après, j'ai été un peu l'enquiquineuse de service quand il n'y avait pas assez de femmes. Donc, je le faisais savoir. Et je le regrettais publiquement. Donc là, dans l'équipe des auteurs, par exemple, et des autrices, moi, j'ai dit, faut pas qu'il y ait que des hommes. Hein. C'est pas possible qu'on dessine les usages du futur. Et puis qu'en dessinant les usages du futur, on reste aussi coincé dans nos représentations. Oui. Donc, j'ai beaucoup milité pour Catherine Dufour. Je suis très contente qu'au total, après, c'est les auteurs et les autrices aussi hein, qui ont été libres ou pas, qui ont donné ou pas leur accord. Je suis très contente qu'elle ait dit oui. Maëlys de Kerangal avait déjà été contactée, par exemple, c'est pas moi qui ai suggéré son nom. D'accord. Mais je me félicite, bien entendu, qu'elle ait été d'accord pour jouer le jeu, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des auteurs ou des autrices qui ont été contactés, tu n'es évidemment pas obligé de donner de nom, mais qui ont refusé? Oh, il y en a qui ont refusé, mais c'est jamais D'accord. par désintérêt, ou en tout cas pas D'accord. public. C'est pas ce qu'ils nous ont dit. Non, là, franchement, c'est une exposition qui a, au départ, j'y suis allée en me disant, j'ai pas le temps, ça va être un cauchemar. Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps et mais ça n'a pas du tout été un cauchemar. Il est extrêmement rare qu'une exposition d'autre chose que de littérature s'intéresse autant à la littérature. Et Ouais. en particulier, il y a un cas particulier avec la science-fiction, c'est que il y a désormais, plus personne désormais ne peut dire qu'il ne connaît pas la science-fiction. C'est pas possible. Hein. Des gens qui sont, on ne peut plus se réfugier derrière l'idée que ah oui la science-fiction, oh je sais pas trop, oui c'est sûrement très bien mais je connais pas. Non, personne ne peut plus dire ça. En revanche, des gens qui parlent de la science-fiction sans en avoir jamais lu une ligne, il y en a plein. Il y en a peut-être, ils sont sans doute majoritaires parce que le genre a pris le visual turn et que désormais la science-fiction c'est une science-fiction visuelle, dessinée, c'est une science-fiction de jeux vidéo, beaucoup plus que littéraire. Donc dans cette exposition-là, c'était sûr d'avance que Nicolas Nova, les deux Nicolas, Nova et Mainvieille, ils avaient surtout un matériel, des sources primaires audiovisuelles. Euh, il était à peu près sûr que Patrick Giger arriverait aussi avec son bagage d'ancien directeur de la Maison d'Ailleurs, qui a des collections formidables. Hein. C'est la culture matérielle de la science-fiction. La culture littéraire, bon, tous ces auteurs sont des grands, tous ces commissaires avec qui j'ai travaillé sont de grands lecteurs, mais une collection littéraire et puis un accent mis sur la littérature, c'était ça qui était intéressant. Et honnêtement, les écrivains vers qui les deux commissaires principaux se sont tournés l'ont senti à l'évidence. Quoi. Scott Longfellow en particulier, c'est vraiment un amoureux de la littérature qui a vraiment cherché à mettre la littérature à l'honneur. Alors, D'accord. mélangé à, bien entendu, tout ce biotope médiatique qui est celui de la science-fiction. Mais les récits, par exemple, les récits des 5 artistes, des 5 écrivains et écrivaines ont été mis en voix
et en espace dans la troisième salle de l'exposition de façon absolument remarquable. Hein. C'est quand même pas rien. Enfin, c'est un défi de, comment on appelle la science des expositions, il doit y avoir un nom. Muséologie, muséographie, Voilà, échographie. c'est un défi muséographique de mettre en scène la littérature. Soit on fait lire les gens, mais on ne va pas dans une exposition pour lire, soit quoi. Hein, donc là, ils ne se sont pas dégonflés, ils ont mis ça en scène en jouant sur la lumière, sur le son, sur l'espace, sur les volumes sonores et les volumes de résonance, mais il n'y a pas une image. Et en cela, on respecte, il y a un respect de la chose littéraire dans cette espèce de parti pris de ne pas plaquer des images sur un art qui précisément se développe hors de l'image, qui ne pouvait que… Moi, ça m'a beaucoup séduite. J'ai très admirative du défi. Hein. Donc, c'est une forme sonore mise, enfin scénographiée, mise en scène dans un espace. C'est cette forme-là que prennent les récits des auteurs en question, enfin, qui ont pris part à la… C'est l'une des formes. Je veux pas. C'est l'une Ah, d'elles. d'accord. Il ne faut pas tout dévoiler. Pas, Non, non, bien sûr. oui, Bien sûr. oui. Ok. Ok. Cette Et donc, exposition mérite d'être visitée. Il y a vraiment eu un gros travail de, oui, mise en espace et mise en son. Mais quelquefois, ça tend vers plutôt le son, d'autres fois, ça tend plus vers l'espace. Je vous laisse découvrir les visites. d'accord. Et est-ce que les textes, parce qu'ils ont écrit des textes, j'imagine, ces auteurs de fiction, est-ce que ce sont des textes qui sont éventuellement amenés à être publiés séparément? Est-ce qu'il y a une publication qui accompagne l'exposition et qui reprend ces textes d'une façon ou d'une autre, ou pas? Alors, non seulement les textes des créateurs, mais les textes des commissaires, puisqu'on a été, c'était l'un des éléments de la commande, c'était de fournir des sources, fournir de la réflexion, mettre en commun, débattre au sein du séminaire curatorial, et puis à la fin, fournir un texte de réflexion, un essai. Tout cela sera rassemblé dans un objet web non identifié qui un très beau site web. Un très beau site web qui est à l'heure actuelle encore, tant que l'exposition est ouverte, le site web est en attente, hein, mais on peut déjà aller le voir. On peut déjà être attiré, alléché, je dirais même, par ce qu'il propose. Et ensuite, il sera ouvert et proposera ses textes en lecture. D'accord. J'imagine que là aussi, tu voudras ne pas déflorer le plaisir de découvrir, mais est-ce que ce site reprendra d'une façon ou d'une autre l'exposition? Est-ce qu'il correspondra en partie à une exposition en ligne ou pas particulièrement? C'est une autre logique qui a été suivie pour le concevoir. Et est-ce que par ailleurs, il remplace ce qui aurait pu être un catalogue plus classique sous forme de volume? Alors, c'est entre les deux. On ne peut pas reprendre l'exposition telle qu'elle a été, telle qu'elle est installée au Tripostal, là, parce que précisément, les designers se sont donné beaucoup de mal pour euh, mettre en place une scénographie qui fait que quand on traverse ces images, ces sons et ces extraits de texte, on est vraiment immergé dedans. Il y a un très beau jeu de lumière, mais ça demande d'être à échelle d'homme, quoi. Oui, bien Ce sûr. n'est pas reproductible dans un site web comme on peut l'être en face à face avec un écran. Donc ça, c'est pas une exposition en ligne. Hein. Le futur site web n'est pas une exposition en ligne. Ce n'est pas un catalogue non plus, puisqu'il y avait bien évidemment un projet de catalogue. Il y avait des contacts qui étaient pris, un certain nombre de partenaires potentiels ont été approchés dans le monde éditorial et de la presse, mais pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait. Et par conséquent, le site web qui était a priori plutôt juste un site vitrine, quoi, hein, Oui. comme n'importe quel projet peut en mettre en place, a grossi de telle sorte on est un tout petit, on est entre le site web de projet, le catalogue en ligne et un objet de presse. Donc il y a dans le site web, par exemple, des choses qui ne sont pas dans l'expo, des choses qui sont dans l'expo qui ne sont pas dans le site web. Oui, il y a un certain nombre de bonus qui pourront être vus dans le site web.
D'accord. Ok, bon, tiens-moi au courant. Sans problème. Les principales difficultés dans l'élaboration de l'exposition, je dirais même peut-être au-delà de ton seul cas de figure et de ton implication. Plus généralement, qu'est-ce qui a paru à l'équipe le plus compliqué à mettre en œuvre? Le plus compliqué à mettre en œuvre, je dirais, ça a été ben, au-delà de la simple sélection des œuvres, hein, ça a été de les mettre en, comment dire, en cohérence, en congruence même. L'objectif premier, qui a été un petit peu laissé de côté, hein, parce qu'il était maximaliste, euh, c'était très littéraire d'ailleurs. C'est l'une des choses qui m'a vraiment séduite lorsque j'ai été contactée pour participer à ce projet. C'était de partir d'une phrase qui était en quelque sorte un slogan fictionnel, une phrase euh, issue d'une œuvre de fiction, d'un classique de la science-fiction, devenue tellement célèbre que tout un imaginaire se dessine autour de cette phrase. Par exemple, euh, Big Brother is watching you. Voilà. À partir de cette phrase-là, tout l'imaginaire de la société de surveillance, mais aussi l'informatique, la révolution numérique, mais aussi l'audiovisuel immersif, mais aussi tout cet imaginaire associé à la figure du contrôle et de la télévision voulait être développé. Dans un premier état de la scénographie, ces grandes phrases titres, en quelque sorte, étaient les portes d'entrée, hein, étaient un peu comme les portes d'entrée dans des espèces ce qui aurait pu ressembler à des capsules immersives où toute une histoire, toute une chronologie des créations serait venue en quelque sorte alimenter cette phrase titre. Il y en avait une avec Hal, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit Hal déjà dans 2001, Odyssée de l'espace je ne me rappelle plus. Alors là, je sais qu'il s'adresse à un David, ça m'a marqué, Oui, mais oui, alors je crois qu'il lui demande de ne pas le débrancher ou un truc comme ça. oui, c'est quelque chose comme ça. Hein. Bon, il y avait quelque chose qui était tiré du film de Kubrick, il y avait quelque chose Ouais. qui était tiré de 1984. Mais finalement, on a eu plus de mal qu'on pensait à en trouver d'autres. Il n'y a pas tant de phrases titres que ça. Il n'y a pas tant de phrases qui sont devenues des sortes de proverbes futuristes Oui. euh, à la disposition de notre culture commune. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça a été l'une des premières difficultés, de remanier la chose en retombant sur une pensée plus classiquement thématique, quoi, hein, avec des pôles thématiques dans Ouais. l'exposition, mais pour le coup, face à quoi l'équipe curatoriale renaclait un peu, parce que c'est beaucoup plus classique, du coup. Ce qui excitait, ce qui motivait beaucoup Rami Fischler et Scott Longfellow, c'était de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire, qui soit ni un cours, ni une expo. Il s'agissait d'essayer de trouver une espèce d'objet intermédiaire où la création, la réflexion, l'histoire, le patrimoine étaient impliqués et impliquait le visiteur ou la visiteuse de l'exposition. Deuxième difficulté, bah, ça a été, c'est très classique, ça n'est absolument pas euh, spécifique à notre expérience, c'est le coût des droits de reproduction pour les œuvres cinématographiques, pour les œuvres dessinées, pour un certain nombre de pièces aussi qui sont exposées. Hein. Il n'y a pas que des extraits, il y a aussi une magnifique collection de pulp, par exemple, qui sont exposés sur un mur avec toutes leurs couleurs vives qui sont vraiment splendides dans la pénombre de l'expo. Bref, la deuxième difficulté, ça a été ça. Et Euh, j'imagine que ça vous a, bah, c'est plutôt une question, ça vous a conduit à renoncer à un certain choix que vous aviez initialement fait? et ben ça, je ne saurais pas dire parce que, en fait, nous, on a été vraiment une équipe de commissaires qui avons fait des propositions, mais d'une certaine façon, la commande, c'était
donnez-nous plein de choses. Accumuler des tas de choses et on a déversé tout ça sur l'espace en ligne collaboratif. Mais la sélection, ensuite, ça, c'est Rami et Scott. Hein, c'est pas nous qui avons fait la sélection. D'accord, donc Et c'est par pas vous qui conséquent, avez vécu, si vous n'avez pas directement vécu la potentielle frustration liée à un non, coût exorbitant. non. Ou disons qu'on en est tous au même point de frustration, c'est-à-dire qu'on a tous vu environ 80% de ce qu'on apportait laissé de côté, hein, écarté par les deux commissaires en chef. Mais ça, c'était dit depuis le départ. Et ça D'accord. m'a beaucoup plu parce que justement, il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'amour-propre là-dedans. On fournissait, et puis ensuite, moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'il y ait une plus grande place à la bande dessinée. Je trouve que la littérature dessinée est un peu, n'est pas la mieux servie de cette exposition. Il y a déjà beaucoup de choses, hein, mais j'avais plein d'idées supplémentaires. J'aurais aimé qu'on… Mais si ça se trouve, c'était trop cher. Il y a peut-être eu des considérations économiques dans le choix. Ça c'est la boîte noire, ça, c'est le secret de RF Studio. D'accord. Et maintenant, du côté des publics, qu'est-ce que tu as pu voir comme type de public fréquenter l'exposition et qu'est-ce que tu as pu voir comme réaction un peu marquante? Bon, alors, ça, c'est malheureusement la question à laquelle je ne peux pas répondre parce que bon, l'exposition, elle a été donc repoussée. Hein, elle aurait dû se faire de mai à septembre, un truc comme ça. Elle a ouvert en octobre pour aller jusqu'à janvier. Ou décembre, je ne sais plus, avec une jauge très restreinte. Moi, je n'ai assisté qu'à l'inauguration. Hein, il faut dire que l'exposition est à Lille. Moi, je suis à Paris. Désormais, s'y déplacer n'est pas conseillé. Là, pour le coup, je ne sais pas. Ce qui est Oui, sûr, c'est que… Oui. ce que j'imaginais, ce n'est pas nécessairement toi observant les visiteurs de l'exposition, mais simplement avoir des réactions que tu aurais pu lire ou entendre, soit de gens qui sont allés visiter l'exposition et qui Ah t'en ouais. parlent de leurs impressions, ou qui en auraient fait part à d'autres commissaires qui, eux, t'en auraient parlé, etc. Ah, d'accord. Une chose qui m'a surprise, c'est que cette exposition a eu beaucoup d'écho chez mes collègues universitaires et universitaires en art, littérature et langue. Euh, donc, c'est que l'expo a de l'écho aussi dans le monde du design et dans le monde des écoles d'art, mais ça, c'est pas très étonnant, c'est plutôt l'inverse qui serait inquiétant. Euh, En revanche, on me parle de cette exposition via des spécialistes de poésie anglaise, via spécialistes de culture médiatique, via donc des spécialistes de cinéma et surtout du monde universitaire. C'est peut-être une exposition qui peut plaire à un public universitaire. Oui, c'est une exposition qui se donne la peine d'être érudite dans un premier temps avant de faire de la théorie et pratique, quoi, de la création appliquée, du design appliqué dans un dernier temps. C'est peut-être ça. C'est mon hypothèse. Hein. Moi, c'est ça qui m'a plu, en tout cas. D'accord. Et en tant que chercheur, si j'ai bien compris, c'est la première fois que tu prenais part activement à l'élaboration d'une exposition. Oui. Ok. Et par rapport à ta démarche de recherche habituelle, euh, quel point de convergence tu vois dans le processus d'élaboration d'une exposition et qu'est-ce qui, par ailleurs, est complètement différent à tes yeux? Bon, je vais pas faire de suspense. On ne fait pas de la recherche quand on fait une expo. En tout cas, moi, j'ai pas du tout eu l'impression de faire de la recherche quand quand j'ai participé au travail de cette équipe-là. J'ai plutôt eu l'impression de faire de la valorisation de la recherche dans le meilleur des cas, et puis de la valorisation de la culture tout court. Pour moi, c'est vraiment, pour moi qui suis enseignante chercheuse, euh, c'est euh, c'est la corde pédagogique qui était la plus sollicitée. Hein. Comment faire passer tel message, comment déconstruire telle représentation, et pour moi, ça, c'est pas de la recherche. Je veux dire par là que le public, enfin, comment dire, le rassemblement des sources et la mise en commun de nos diverses sources et des choses qu'on en pensait ne consistait pas tant à faire émerger des idées nouvelles,
mais plutôt à coordonner une réponse commune à une problématique donnée. Je vais le dire de façon plus concrète. Au moment où on a commencé à travailler, le monde de la science-fiction bruissait de comment dire, une anecdote qui a secoué un petit peu la fin de 2019, qui est la création de la Red Team. Je le dis en anglais, puisque le gouvernement français a fait ce choix lui aussi. C'est tellement plus chic quand c'est dit en anglais, et qui consiste à recruter un certain nombre d'écrivains et entre guillemets, spécialistes de science-fiction pour faire une équipe destinée à éclairer les militaires, hein, pour savoir comment on fera la guerre dans l'avenir. Ou, je le dis d'une façon qui révélera déjà à quelqu'un qui m'écoute ce que j'en pense. Cette Red Team n'a pas été, moi j'ai pas vu ça comme un truc très sérieux, j'ai vu ça comme une opération de communication à milieu du laboratoire des futurs qui est déjà installé depuis de longues années dans le corps des Marines aux États-Unis et qui pour le coup fait un vrai travail de design fiction auprès de ses soldats et de ses soldates sans, comment dire, en est fier et publie les résultats chaque année de finalement quelque chose qui n'est pas tant éclairer les généraux sur les orientations à donner aux états-majors. Ça, c'est, pardon pour la familiarité, mais c'est complètement débile. Il ne s'agit pas d'éclairer les états-majors, il s'agit plutôt de, en tout cas, chez les Marines, c'est plutôt faire écrire les soldats et les soldates, leur faire imaginer leur propre projection dans un imaginaire futuriste et une guerre futuriste. Ça a beaucoup plus à voir finalement avec la connaissance de soi par le soldat ou la soldate que d'imaginer des scénarios de guérilla du 22e siècle. Bon, bref. Ça, c'est ce que j'en pense. Et je me suis pas. Enfin, j'ai essayé de le dire de façon beaucoup plus courtoise dans le livre que j'ai écrit, mais c'était un exemple qui tombait à point nommé. Il se trouve que ça a été annoncé pendant l'été 2019. Et à l'automne 2019, comme tous les automnes, il y a eu les Utopiales, qui est un grand festival de science-fiction qui se tient à Nantes depuis maintenant 20 ans, un peu plus de 20 ans même, puisque ça a commencé en 1997, si ma mémoire est bonne. Donc ce vénérable festival de science-fiction à Nantes a été évidemment le théâtre d'un affrontement entre ceux qui étaient pour la Red Team et ceux qui n'étaient pas pour, entre les méchants et les gentils, pour résumer le point de vue de Patrick Giger, qui en tant que... Alors, Patrick Giger, c'est l'ancien directeur de la Maison d'Ailleurs, mais c'est l'actuel directeur du lieu unique de Nantes, autrement dit, de l'un des centres culturels les plus renseignés possibles sur les utopias. Et donc, pour résumer le point de vue de Patrick Giger, les méchants et les gentils, là, s'affrontaient autour d'une instrumentalisation ou pas de la science-fiction. Et autour de la table de ce séminaire curatorial, on n'avait pas forcément tous les mêmes idées là-dessus. Les plus opposés à ça, d'ailleurs, n'étaient pas forcément ceux qu'on croit. Enfin, moi, je ne suis pas du tout opposée à une instrumentalisation de la science-fiction. Encore faut-il justement qu'on sache de quelle façon ça se passe. Et c'est là, alors pour le coup, c'est là qu'il aurait pu y avoir un espace, une dimension en recherche. Hein. C'est quelque chose qui aurait fait sa place à une théorie de la science-fiction, à une théorie de la création futuriste, et à une théorisation de ce que ça signifie briser le pacte fictionnel, autrement dit, s'intéresser à ce qui, pourtant, a déclaré qu'il n'avait pas de rapport avec le réel, pas de rapport officiel avec le réel, pas de vériconditionnalité, c'est de la fiction. Mais il y a une vraie question non seulement de sémiotique, mais peut-être d'anthropologie là-dedans, et qu'on aurait pu creuser. Mais ça n'a été qu'effleuré dans justement l'une des 2 ou 3 réunions ensemble, et on a tous gravement hoché la tête en disant « oui, elle est vraiment là la question ». Mais
on n'est pas trop là pour ça. C'était pas notre objet n'était pas celui-là. Et donc, si recherche il y avait, c'était plutôt dans la dimension interdisciplinaire, je dirais. Tout ce qui, dans un projet interdisciplinaire, participe un peu de la recherche, c'est-à-dire la mise en cohérence des différents protocoles d'approche. Moi, par exemple, je ne suis pas en accord spontané, on va dire ça comme ça, avec la manière dont certains de mes collègues rassemblaient leur corpus. Ils rassemblaient leur corpus en étant obsédés par le signifié, le thème, quoi. Si c'est 500 films de guerre, on va chercher 500 films de guerre, mais finalement, on ne va pas trop s'intéresser aux signifiants. Comment ils sont tournés, quand ils ont été tournés, en mettant… Comment le point de vue est formalisé? Oui, c'est ça, la forme. Oui, c'est ça. Le signifiant de façon plus globale, parce que dans le signifiant, je pense qu'il n'y a pas que la forme, il y a aussi les métadonnées, dirait-on. Le où, quand, par qui, par quoi, pour parler à qui, etc. Ça, c'était pas trop pris en compte. Il y avait donc une espèce d'aplatissement qui est typique d'une certaine consommation des fictions, une espèce d'aplatissement du signifiant et finalement d'émancipation de la fiction de la forme qui la produit. Donc, se mettre en accord avec ça, sans abandonner toutes mes convictions, ça consistait du coup à choisir des textes où le signifiant était, comment dire, où on ne pouvait pas en faire On ne l'économie. pouvait pas le louper. Ouais, c'est ça. Donc choisir des textes, alors même pas tant des textes expérimentaux, mais des textes qui ne peuvent pas ne pas attirer l'attention sur eux. L'un de ceux que je préfère, moi, c'est le passage de Ubik de Philippe Cadic, Bien sûr. tout au début du livre, où, ça y est, j'oublie toujours son Joe Chip, voilà, où Joe Chip s'engueule avec sa porte parce qu'il ne peut plus sortir de chez lui. Voilà. Il s'engueule avec sa porte parce que la porte est verrouillée, refuse de s'ouvrir parce qu'il n'a pas payé sa cotisation. Je me souviens de cette scène, c'est une porte particulièrement têtue. Mais oui, et elle est aussi têtue qu'un agent d'assurance qui ne veut pas te faire une ristourne, quoi. C'est un procédé absolument génial de la part de Philippe Kédic. Et donc, un petit passage comme celui-ci est typique de ceux que je me suis finalement astreinte à chercher. Typiquement, il y a un grand passage que j'adore d'un roman de Greg Bear, dans Oblique, où l'invention géniale consiste à mettre en scène un ordinateur organique. L'ordinateur n'est pas une machine, mais est un carré de terre à l'intérieur d'un centre de recherche. C'est les liaisons entre les micro-organismes d'une trentaine de mètres cubes de terre qui est utilisée pour faire en quelque sorte macro-processeur. Pour réaliser les calculs. C'est génial. Mais ça ne marche pas dans l'exposition. Dans l'exposition, c'est clair. En plus, le livre est absolument fascinant parce que le personnage par qui on découvre cette invention ne se rend compte que petit à petit, qui est en train de marcher. Là, il cherche l'ordinateur depuis 400 pages, puisque c'est un ordinateur méchant, bien sûr. Donc, il le cherche depuis 400 pages. Il faut le mettre en échec. Et il ne se rend pas compte qu'il est en train de marcher dans les allées de ce potager installé dans le centre de recherche. Il ne s'en rend compte que petit à petit. Le moment de la révélation est… Bon, donc ça passe pas du tout. Je crois pas qu'il a été retenu, mais s'il a été retenu, c'est pas l'un de ceux qui marque le plus mon attachement à souligner le signifiant science-fictionnel. Oui. Voilà. Ok. Maintenant, on se projette dans le futur. Tu as carte blanche absolue pour organiser une exposition sur un sujet de ton choix. Tu ferais quoi? C'est la dernière question. Ah, bon alors là, en fait, c'est une question qui est facile pour moi parce que
On est dans un programme là qui a commencé l'année dernière, qui va plus lentement qu'il devrait à cause des circonstances. Tu dis on avec une équipe de recherche, tu veux dire ça? Oui, Ok. oui, oui. À l'Université de Marne-la-Vallée, on a été financé pour un programme de 3 ans sur un certain nombre de choses relatives au futur urbain et en particulier aux fictions climatiques. Et moi, si on me donnait carte blanche, je crois que j'aurais envie de faire quelque chose sur la fiction et le climat. D'abord parce que sur le plan des enjeux les plus cruciaux du monde, j'ai l'impression que c'est quand même un top one. Sur le plan du défi muséographique, il y a de quoi faire parce que, comme pour cette exposition science-fiction où j'ai découvert toute la difficulté, mais en même temps toute l'excitation qu'il peut y avoir à la contourner, de mettre en scène la littérature, de l'exposer. Une troisième raison qui me ferait trouver de l'intérêt à une exposition sur, disons, littérature et climat ou quelque chose comme ça, c'est qu'il n'y a pas tant de littérature que ça qui parle vraiment du climat. Il y a de la littérature qui parle des tempêtes, des catastrophes, quoi encore, des tsunamis, des phénomènes climatiques extrêmes. Mais parler du climat, juste du climat, on connaît l'expression, c'est parler de la pluie et du beau temps. Autrement dit, ce n'est pas littéraire. Il y a un vrai défi ici de faire une exposition qui montrerait ça et qui déboucherait par conséquent. Comme les meilleures analyses de Genette, qui ne fait des tableaux à double entrée que pour dire « Ah tiens, là, il y a une case qui est blanche. Allez-y, il y a quelque chose à créer ici. » Une exposition comme ça serait destinée à montrer, mais quand on s'intéresse à ce que dit la littérature du climat, on constate qu'elle parle de tas de choses, mais pas de climat. Et ça peut donner des idées, justement, cette manière de concevoir l'exposition comme un dispositif à la fois, bien sûr, patrimonial, possiblement de recherche, mais là encore, moi, je n'ai pas trop eu l'occasion de développer ça, mais surtout créatif. Un dispositif qui conduit à la création, à la production et à l'invention nouvelle, comme le proof of concept de l'exposition science-fiction, ça m'a bien plu. Pour être tout à fait franche, moi, les expositions, j'y vais pas beaucoup. Je m'ennuie un peu. On m'y a traîné quand j'étais gamine. J'ai pas aimé ça. Je préfère de loin, comment dire, je préfère visiter une usine en état de marche qu'un musée de la métallurgie, par exemple. J'ai l'impression d'apprendre beaucoup plus de choses en allant faire une visite guidée d'une aciérie ou d'une usine à fabriquer des voitures que d'aller au musée de l'automobile. Là, cette façon de faire m'a bien plu. Et pour le coup, s'il fallait la reproduire, ce serait comme ça. Ce serait comme ça que tu organiserais les choses. Écoute, merci infiniment.